Voilà. Non, normalement, c'est bon. OK. Alors, tout d'abord, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire qui s'inscrit dans la dynamique portée par MCG Manager, pour accompagner la transformation de l'offre des établissements sociaux et médico-sociaux, et notamment à travers le renforcement de la coopération avec les DAC, donc les dispositifs d'appui à la coordination. Eh bien, je suis ravie de vous accueillir au nom de MCG. MCG, comme vous le savez peut-être, est un acteur engagé de longue date dans l'accompagnement des transformations des secteurs sanitaires, social et médico-social. Et nous intervenons aux côtés des structures et des territoires pour accompagner cette transformation avec une orientation affirmée de désinstitutionnalisation, comme vous le savez, et donc des évolutions qui appellent notamment une coopération renforcée entre les acteurs du soin, ceux du social et ceux de l'accompagnement en général. C'est dans cette dynamique que les DAC, les dispositifs d'appui à la coordination, se positionnent. Ils sont des acteurs clés au service des parcours de soins et au croisement des logiques sanitaires, sociales et médico-sociales. Lydia Levavasseur, directrice du DAC 93 Sud, que je remercie chaleureusement pour sa disponibilité, va donc vous illustrer cette coopération avec des éléments de terrain. Elle va nous présenter les modalités d'intervention de son dispositif sur son territoire, et ainsi que les coopérations mises en place avec les établissements sociaux et médico-sociaux. Donc, je vous souhaite une belle séance à toutes et à tous, et je vous remercie beaucoup de vous être connectés. Alors, Lydia, je vous laisse la parole. Eh bien, bonjour tout le monde. Merci Cécile et merci pour cette initiative. Donc, on va vous faire une présentation, du moins je vais vous présenter les DAC. Je suis accompagnée, mes collègues, elles sont dans le coworking. Là, je suis accompagnée de Danielle qui est directrice des ressources humaines et de Raïssa qui est responsable de coordination. On va vous faire une présentation la plus synthétique possible en vous expliquant que du coup, au niveau des DAC, on va vous présenter les missions qui sont communes à tous les DAC. Et ensuite, quand on vous parlera de l'animation territoriale, et je vous le préciserai, je vous dirai que ça, c'est propre à notre DAC, parce que vous verrez que chaque DAC, en prêt, anime en fait sur son territoire des actions au regard des besoins recensés. Donc, le rôle du DAC, il est simple. Finalement, c'est tout simplement d'apporter un service rendu à la population et aux professionnels. Ça passe par deux biais, par celui de la coordination et par celui de l'animation territoriale. Allez-y, Cécile, si vous voulez changer de slide. Merci. Les DAC, juste pour rappel, en fait, ils émanent d'un cadre réglementaire. En fait, ils sont un petit peu l'association de tous les réseaux qui existaient avant. Avant, vous aviez des PAD, des clics, des Maya, et on en veut assis partout, des réseaux de tous les côtés. Ce n'était pas forcément fonctionnel. Donc, avec la loi du 24 juillet 2019, dans le cadre du système de santé Ma Santé 2022, sont arrivés les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes. Notre tutelle directe, c'est donc l'Agence régionale de la santé. Et puis, nous, aujourd'hui, on n'est ni statué sanitaire, ni statué médico-social. En fait, on n'a pas de statut à ce jour, ce qui fait qu'on est guidé dans nos pratiques par un référentiel et par une fédération qui est la FACS. Hop, Cécile, on peut changer. Merci. Je vous ai mis, parce que du coup, vous aurez le support derrière. Il faut savoir que sur l'ensemble de la France, il y a 132 DAC. Pour 89% sont d'origine associative. Et ce qu'il faut, comme je vous l'ai dit, chaque DAC fonctionne à sa manière. Donc, en fait, vous n'aurez qu'à cliquer le lien et vous verrez quels sont les DAC sur les régions qui vous concernent après, avec les coordonnées, du coup, pour entrer plus aisément en contact avec eux. Ce que je vous invite à faire, parce que vous allez voir les DAC. C'est très intéressant de travailler en partenariat avec nous. On y va à la prochaine. Super. Les DAC, c'est pour qui? C'est pour les professionnels de santé, du sanitaire, du médico-social, du social, que ce soit des acteurs du public, du privé, que ce soit du salarié, que ce soit du libéral. Donc, notre champ d'intervention, il est quand même sur un professionnel assez large. Et du coup, il est également pour les patients et les aidants. La porte d'entrée, c'est la santé. C'est-à-dire que tout patient qui va intégrer le dispositif d'appui doit avoir une problématique santé. Ce qui ne veut pas dire que c'est la santé qui est la complexité, parce que souvent, on verra qu'il y a d'autres
d'autres événements à l'origine de et d'autres éléments à l'origine de cette complexité. Mais en tout cas, il nous faut une problématique santé pour pouvoir intégrer le patient dans le dispositif. Et enfin, on s'adresse à tout âge, toute pathologie, ce qui fait qu'aussi, on est sur une dimension très, très large au niveau du public. Voilà. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, là, on va attaquer les rôles du DAC. Il y a 2 missions principales. Je vais vous parler de la mission 1 et ensuite, je vous parlerai de la mission 2. Tous les DAC sont construits de la même manière, cette mission 1 et cette mission 2 là. Donc, cette mission 1, c'est l'appui des professionnels dans la coordination des parcours de santé complexes. Allez-y, Cécile. Merci. Cette mission 1, pour qu'elle soit menée à bien, et pour que la coordination et l'appui aux professionnels puissent se faire, elle se doit d'être composée de professionnels qui vont être une équipe pluridisciplinaire. Donc, vous allez pouvoir retrouver des acteurs qu'on appelle nous référents de parcours au sein de notre DAC, qui sont soit infirmiers, soit psychologues, soit travailleurs sociaux, qui peuvent être EduxP, qui peuvent être juristes. Il y a vraiment une pluridisciplinarité puisque l'objectif, c'est qu'ils puissent être en complément les uns des autres sur des situations parfois d'une très grande complexité. On travaille toujours dans le cadre d'une réponse graduée avec une neutralité dans les orientations, ce qui est normal, et on intervient en subsidiarité. Ça veut dire qu'on ne fait pas à la place d'eux. On sera en capacité de faire ce qu'on appelle, nous, le pas de côté et travailler à la place d'eux s'il y a vraiment un manque cruel d'acteurs au sein du partenaire avec lequel on est sur la situation. Dans cette mission 1, vous avez 2 niveaux. Allez-y, Cécile. Merci. Vous avez le niveau 1 qui est donc informé, orienté et étayé. Pour ce niveau 1, on a souvent des assistantes de coordination. Nous, on a 2 assistantes de coordination et on a ce qu'on appelle une chargée de mission de régulation. Ça veut dire que c'est une ancienne référente de parcours qu'on a migrée sur ce poste nouveau pour pouvoir être plus dans l'accompagnement et la réponse plus adaptée pour les assistantes de coordination. Donc, l'idée, c'est qu'à ce niveau 1, il recueille toutes les demandes, que ce soit des demandes par appel téléphonique, par mail. C'est là où, en fait, on a toutes les demandes d'inclusion au niveau du DAC. Et en fonction de ces demandes, soit les assistantes de coordination vont voir que c'est juste une réponse d'information et apporter un conseil, soit on va visualiser qu'il y a une orientation à faire sur une ressource territoriale plus à même de traiter cette demande parce que, par exemple, il n'y aura pas une problématique santé, mais toutefois, il y a quelque chose à gérer. Et puis, il y a un étayage, ça c'est surtout sur les situations, excusez-moi l'expression, mais on a le cul entre 2 chaises, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est encore de la complexité pure et dure parce qu'il nous manque des données essentielles. Et c'est là qu'intervient du coup notre chargée de mission de régulation qui, elle, sur du coup une durée un peu plus longue, va faire un étayage beaucoup plus approfondi de façon à ce que cette situation soit elle retourne en niveau 1 sur une simple orientation, soit elle va basculer du coup sur le niveau 2. Généralement, tous les DAC fonctionnent de la même manière. On a des staffs en interne. Nous, on en fait 3 par semaine. Mais on a des staffs qui nous permettent, du coup, pour les assistantes de coordination, de présenter les situations complexes qui vont être prises en charge en niveau 2. Et là, en niveau 2, on retrouve nos référents de parcours, comme je vous disais tout à l'heure, avec la pluridisciplinarité des professionnels qui sont présents dans le DAC. On y va sur la slide suivante, s'il vous plaît, Cécile. Merci. Alors, là, c'était l'histoire de voir si vous avez bien compris, mais en fait, on vous a mis 3 petites situations pour voir si vous visualisez bien que c'est du DAC ou du pas DAC. L'exemple, c'est de cette femme de 36 ans qui habitait chez sa mère, mère qui vient de décéder, qui a une maladie neurologique, qui n'a pas d'aide professionnelle, une sœur qui est impliquée et épuisée, et du coup, on est contacté par le service de neurologie pour intervenir auprès de cette personne. Au vu des éléments qu'on a pu vous apporter là tout de suite maintenant, s'il y en a un qui veut bien me dire si pour lui c'est DAC ou pas DAC, c'est pas évident en visio, mais est-ce que pour vous, vous intègrez, oh là, bon bref, compliqué à dire, est-ce que cette situation intégrerait le DAC? Bah oui, il y a une dimension de soins. Exactement, tout à fait. OK. Ensuite, alors après, j'ai plus le support, Cécile. Je pense que vous avez dû stopper le partage. Oui, j'ai l'impression. Et de mémoire, là, ma mémoire fait défaut aujourd'hui. Je ne me rappelle pas des situations. Je crois qu'on a une situation. Qu'est-ce Oui, qu'on gagne en fait si on répond bien? Il y a pardon. des lots? Ah Il y a non, il des n'y a lots? pas encore des lots. Je n'ai pas prévu ça aujourd'hui. Oh ben, d'accord. Je coupe Ça le me micro. permet juste de voir que vous avez bien pigé, quoi. Merci. Parce que Je pour donne certains, un cette dimension accompagnement. soin, elle n'est pas évidente.
Voilà, après, on vous a pris un autre exemple d'une femme de 23 ans et là, du coup, on nous sollicite pour trouver un hébergement pour cette jeune femme qui est donc avec son enfant de 3 ans. Donc, si vous avez bien compris, pour vous, cette situation, elle est DAC ou pas DAC? Pas DAC, exactement, parce que du coup, il n'y a pas cette dimension soin. Exactement. Tout à fait. Et enfin, on a une femme de 83 ans qui vit seule, qui est en perte d'autonomie. Il n'y a pas d'aide professionnelle, on a une barrière de la langue. Alors nous, c'est très fréquent sur le 93. Et il y a une demande de soutien par la nièce sur les conseils de son médecin traitant. Selon vous, DAC ou pas DAC? Tac, DAC? tac. Ouais. Parce qu'il y a cette perte d'autonomie. Ça veut dire que c'est une situation là, ce type de situation, ça va nécessiter l'étayage justement pour nous assurer que cette perte d'autonomie est bien en lien avec une problématique santé et du coup de pouvoir l'intégrer aisément dans le dispositif. Ok, et ben on y va, slide suivante. Du coup, merci Cécile. Et après, on est parti sur des exemples concrets pour que ça vous parle ce qu'on fait au niveau 1 sur cette mission d'appui à la coordination. Je vous donne un exemple, c'est un jeune homme de 22 ans. La demande émane de l'évaluatrice du MDPH du 93. Du coup, ce jeune homme, il a une trisomie 21, une cécité de naissance, il est diabétique insulinodépendant. C'est un jeune homme qui vit dans un foyer médicalisé en Belgique la semaine et du coup, il est accueilli chez sa mère en Seine-Saint-Denis le week-end. Les problématiques qu'on a eues quand on nous a sollicité pour cette demande, c'est que quand ce jeune homme rentrait auprès de sa maman, il n'y avait pas de relais pour la prise en charge de son diabète. Et puis, on s'est aperçu qu'il y avait également des droits sociaux non ouverts et que ça ne permettait pas la prise en charge et qu'il y avait une dette financière. Ce qui se passe souvent, c'est qu'on a une première demande, et puis comme on est obligé d'étayer et d'aller chercher plus d'informations, c'est là où on se rend compte qu'il y a d'autres difficultés qui émanent. Nous, à la base, pour ce jeune homme, on avait cette notion de santé qui était un vrai problème, mais en creusant un peu, on a vu la problématique des droits sociaux, on a vu la problématique de la dette financière qui ne nous avait pas été évoquée lorsqu'on nous a présenté la situation. Ce que nous, on a fait et comment on a travaillé, du coup, on a engagé un signalement justement pour majoration de la protection juridique de façon à ce que ce soit plus optimal. On a réengagé l'ouverture des droits. Euh, on a réussi à mettre en place un SIAD pour le week-end, ce qui n'est pas toujours évident parce que les SIAD sont en manque cruel de personnel et de place. Et on a pu intégrer du coup la mise en place d'une infirmière à domicile pour la gestion du diabète. Ce que la maman était dans l'incapacité de faire. Donc, on sollicite l'ensemble des acteurs et ensuite, on les met aussi en lien pour qu'ils puissent travailler ensemble et que nous, à un moment donné, on puisse se dessaisir de la situation. Autre exemple, la slide suivante, Cécile, merci. Là, je vous ai donné un exemple. Ça, c'est quelqu'un qui est à domicile. C'est pour vous montrer la complexité surtout et comment les DAC sont obligés à un moment donné de s'adapter, de travailler. C'est un monsieur pour lequel on a eu un appel. Il a 62 ans. Son médecin traitant nous appelle tout simplement pour nous parler de lombalgie invalidante avec une perte d'autonomie. Il est quand même assez jeune, 62 ans. Et un monsieur qui n'a aucune aide à domicile. Alors peut-être parce qu'on a l'habitude, en tout cas, nous, on a senti que cette situation, il y avait des choses pas très claires là-dedans, donc on l'a mis direct en niveau 2. On s'est rendu compte qu'on allait sur quelque chose de très compliqué. Et quand le référent de parcours est allé faire sa visite à domicile, effectivement, on a retrouvé effectivement un monsieur avec des lombalgies invalidantes, mais un monsieur toxicomane, avec plus aucune ouverture de droit. On découvre une épouse qui est aussi avec des troubles psychiatriques majeurs, toxicomane également, plus d'ouverture de droit non plus. Et on découvre un jeune homme de 17 ans qui est déscolarisé depuis l'âge de 12 ans. Ça, c'est vraiment les situations typiques des DAC où à un moment donné, eh bien, vous êtes appelé pour une situation et il y a énormément d'autres problématiques qui viennent se greffer. Le travail qui a été engagé, du coup, il a été engagé pour les trois. Donc, on n'est pas resté sur la situation de monsieur. On a embarqué les trois dans la prise en charge du DAC. On s'est occupé du garçon qui avait déjà eu une mesure ASE qui n'avait pas été respectée. Donc, il a été sorti du domicile et a été placé en foyer, avec après un suivi qu'on a mis en place par un psychiatre également. Et on l'a intégré dans notre dispositif santé protégée. Je vous en parlerai un tout petit peu plus tard derrière. On a réactivé les droits pour le couple, le RSA pour le père, un dossier MDPH pour la mère, et on a pu du coup créer un dossier APA pour le monsieur, puisqu'il a l'âge où il peut ouvrir droit à l'APA. Et on a accompagné monsieur dans ses rendez-vous médicaux, sachant qu'il était quand même très réfractaire justement à l'ensemble des examens qui lui ont été prescrits.
Mais voilà, ça c'est pour vous montrer des situations complexes. Et je pense que sur vos établissements, quels qu'ils soient, vous avez forcément ce type de situation. Alors peut-être pas aussi dramatique, parce que celle-là était vraiment dramatique, mais vous avez forcément des situations complexes pour lesquelles, en tout cas, je ne sais pas si vous êtes tous équipés d'assistantes sociales, mais en tout cas pour lesquelles les assistantes sociales pourraient travailler en très grande proximité avec nous. Et ça s'appelle simplement la sortie d'hospitalisation, qu'elle soit programmée le plus en amont possible et qu'on s'en interroge limite même à l'arrivée du patient dans les lits de vos établissements. On peut aller sur la slide suivante. Et donc, l'impact sur la coordination de parcours et la plus-value, du coup, c'est une réponse toujours adaptée et personnalisée à la demande, une proximité, une disponibilité, une collaborativité plus efficiente entre les acteurs, une meilleure réactivité à la prise en soin, un accompagnement individualisé tant pour les professionnels que pour les patients, parce qu'il ne faut vraiment pas omettre qu'on est là pour les professionnels, hein, c'est eux qu'on accompagne avant tout, et une meilleure utilisation et mise à disposition des ressources territoriales. Sur la mission 1, est-ce que c'est bien clair sur vous, sur cet appui à la coordination? J'ai bien compris que vous avez compris comment on intègre au niveau du DAC. Ou est-ce que vous avez des questions sur la mission 1? Ou vous voulez que je continue et on fera toutes les questions à la fin? Bon, s'il n'y a pas de questions, on peut... Je poursuis et puis on fera tout à la fin. Alors, la mission 2, au niveau des DAC, c'est ce qu'on appelle l'appui à la structuration territoriale des parcours. C'est tout simplement de l'animation territoriale. On y va. Hop, si on peut changer la slide, Cécile. Merci. Cette mission d'animation territoriale, elle se passe par 2 modes de fonctionnement. Une fois encore, hein, c'est pareil pour tous les DAC. On a un observatoire qui doit être tenu. Ça, c'est une obligation, c'est même dans notre CEPOM. Et cet observatoire, il a pour objectif de recenser en fait la raison de la rupture des parcours pour une analyse et ensuite engager des actions à différentes hauteurs. Et puis, on a aussi l'animation territoriale qui passe simplement par les partenaires, une sollicitation directe soit de leur part, soit de notre part, au regard d'un besoin identifié. Slide suivante. Merci. C'est là où, du coup, moi, je vais vous présenter ce que nous, on a déjà fait. Ça ne veut pas dire que pour autant, les DAC de vos régions font la même chose. Nous, ce qu'on a mené, mais ça va vous donner une idée de tout ce que engendre l'animation territoriale. Ce que nous, on a déjà fait, par exemple, en travaillant avec nos partenaires, on a créé le guide juridique de l'accompagnement à domicile. Ça, c'est le DAC Nord, parce qu'on est 2 DAC sur le 93, DAC Nord, DAC Sud, et puis des partenaires. On a créé le référentiel droits et prestations des personnes âgées qu'on a remis à jour en partenariat avec nos collègues du DIH, du handicap, tous les acteurs. Il y avait la CEPAM, tous les acteurs utiles à la remise à jour de cet outil-là. Donc, tous ces outils, après, sont mis à disposition en format livre auprès des professionnels, mais également en format dématérialisé sur un site qui s'appelle Maillage, qui est un site départemental sur lequel le DAC dépose régulièrement toutes les actions qu'il met en place. On fait de temps à autre des webinaires un peu de manière ponctuelle. On en a fait un sur Unis dans le maintien à domicile, DAC et SAD face aux défis, qui va se poursuivre parce qu'il y a une demande par la suite. On a travaillé en groupe de travail sur les logements infestés avec, sur cette année 2024, en résultat des fiches pour aider du coup les professionnels, mais aussi les patients à mieux s'équiper face à un logement infesté. Et là, aujourd'hui, on travaille toujours en format groupe de travail sur le logement encombré avec un colloque qui aura lieu le 18 novembre et qui sera dédié au syndrome de Diogène. On a aussi travaillé, DAC Nord, DAC Sud et nos partenaires de la santé mentale sur justement la santé mentale des personnes âgées, avec comme thématique était du coup la prise en soin entre troubles neurocognitifs et troubles psychiatriques, avec du coup un colloque qui s'est tenu cette année le 27 mars 2025. On est parti sur de la théorie, puis on est parti après sur un grand jeu de pistes pour pouvoir justement mettre les acteurs vraiment dans l'animation et dans l'action. On peut passer, Cécile. Merci. Ce que nous, on continue à faire aujourd'hui, on est en train d'élaborer un livre blanc sur la technologie au service du maintien à domicile, qui sera dédié aux personnes handicapées et aux personnes âgées.
On a mis en place un groupe qui s'appelle Allof Pro parce qu'on a une vraie problématique de la barrière de la langue. Donc, l'idée de ces groupes de travail, c'est de réfléchir à un outil pour faciliter la prise de contact et les soins à domicile auprès des patients allophones. On remet à jour ce qu'on appelle, nous, le référentiel des structures, là, puisqu'il est antérieur au Maya, donc il faut qu'on le mette à jour avec les DAC. Et puis, le DAC, c'est aussi... alors, on a marqué formation, mais c'est réellement des ateliers de sensibilisation, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas encore d'organisme de formation, mais en tout cas, nous, sur le 93, on y travaille pour en construire un. On a ce qu'on appelle le DAC repérage. DAC repérage, c'est 18 sessions, donc on a 18 ateliers. Aujourd'hui très orienté personnes âgées, pour lequel a été mis en place un comité pédagogique pour réfléchir. Donc, on est allé chercher des acteurs du sanitaire, du social, du médico-social. Et puis, on a construit ensemble 18 ateliers de sensibilisation qui vont sur des thématiques basiques, hein, qui peut être le refus de soins, comme ça peut être la sexualité chez la personne âgée, comme ça peut être comment mieux mobiliser les personnes. Enfin voilà, c'est des sujets qui permettent du coup de recevoir des professionnels de tout secteur et du coup de les sensibiliser et de leur apporter des compétences et des connaissances nouvelles dans la prise en soin et dans la prise en charge dispensée à leurs patients. On a des webinaires aussi qu'on tient qui s'appellent Bien se connaître pour mieux se saisir, où là on demande à des structures de se présenter auprès de nos partenaires en mode webinaire. Ça se passe très bien, ça dure 1 heure. Et puis, ça permet une fois de plus d'apporter de la ressource territoriale à l'ensemble des professionnels du territoire. Et nous, on travaille en parallèle sur 3 gros projets de santé mentale qui seront déployés entre 2025 et 2026. Allez-y, Cécile. Ce qu'on fait encore, parce qu'on n'arrête pas, sur les DAC, toujours dans le cadre de l'animation territoriale, il y a ce qui s'appelle, nous, des ateliers aussi, mais en format visio, qui sont le DAC-GIR, où là, c'est pareil, on est sous un format de présentation par rapport à une thématique. Je vous dis une bêtise, on prend la thématique de la douleur, on va aller chercher des acteurs, donc on avait été chercher le réseau LCD, lutte contre la douleur, des acteurs même qui viennent parler, du coup, de ce sujet à nos professionnels du territoire. On va faire, nous, un grand salon sur la douleur, mais en janvier 2026. On va faire un grand salon qui sera dédié aux aidants et aux professionnels en mars 2026. Et on fera un très, très grand salon en juin 2026 sur l'ensemble des dispositifs qui concourent au maintien à domicile sur le territoire du 93. Voilà, on travaille sur la carte de l'offre gérontologique aussi, mais ça, c'est dans le cadre d'un projet bien défini. Nous, on va se poser sur le projet ICOP, que vous allez sûrement entendre parler parce que ICOP arrive dans le national. Et ICOP, c'est un projet qui permet, on va dire, d'anticiper la perte d'autonomie selon une modalité bien précise. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une approche sur la perte d'autonomie. On y va, slide suivante. Et puis, bon, je vous ai mis ça, mais comme je vous disais, nous, on a l'annuaire et on a le maillage. Du coup, je pense que sur vos départements, vous devez avoir certainement, et ça, il faudra contacter vos DAC, qui doivent avoir un site départemental où ils posent également tout ce qu'ils font. Nous, on a une petite FAQ, mais c'est le DAC du 93. Mais si vous voulez aller la visiter, vous pouvez la visiter via le maillage 93. Et en tout cas, nous, on travaille énormément sur la com parce qu'il faut que les DAC soient connus, parce qu'on est un vrai levier pour vous par rapport à des situations qui parfois embolisent vos lits. Pour lesquels vous n'arrivez pas à trouver de solution parce que vous n'avez pas forcément toutes les ressources du territoire dans les mains. Et nous, on a une très grande partie de ces ressources-là. Et c'est là où il ne faut pas hésiter à solliciter les DAC. Et comme je le dis bien souvent, de toute façon, soit on vous informe, soit on vous oriente, soit potentiellement on prend la situation. Donc, il n'y a jamais... En fait, vous ne restez pas sans rien en appelant le DAC de votre territoire, en fait. Allez-y, Cécile. Donc, la plus-value sur cette mission d'animation territoriale, c'est bien évidemment d'améliorer l'interconnaissance des acteurs du territoire. C'est de répondre aussi à notre programme régional de santé. C'est toujours être dans cet accompagnement individualisé sur les besoins qui sont identifiés. C'est dynamiser la vie territoriale en santé et c'est une meilleure visibilité des ressources du territoire. Voilà, allez-y Cécile, prochaine slide. Et ensuite, toujours dans la mission 2, les DAC ont été
ont pu porter ce qu'on appelle des parcours ciblés. Nous, on porte 4 parcours ciblés. Le premier parcours ciblé, c'est Santé Protégée, qui va aussi passer dans le national. D'ici fin 2025, début 2026. Santé Protégée, en fait, c'est la mise en place d'un parcours de soins coordonnés pour les enfants de l'aide sociale à l'enfance, 0-18 ans. À partir du moment où ils intègrent l'aide sociale à l'enfance, celle-ci nous alerte via un circuit. Et puis, nous, on met en place un premier bilan de santé qui lui permettra de mettre en place des préconisations, surtout d'ordre psy, puisque l'idée vraiment de Santé Protégée est de pouvoir intervenir de manière précoce dans la prise en charge psychiatrique de ces enfants qui ont souvent, du coup, des polytraumas. Voilà, allez-y Cécile. Prochaine slide. Autre projet qu'on porte, c'est post-cancer. C'est la mise en place de soins de support pour les patients qui sont en phase de rémission d'un cancer. En soins de support, on a diète, APA et psychologue. Donc là, c'est pareil, ça nécessite un travail en complémentarité. L'idée vraiment de PostCA, je pense, c'est de pouvoir travailler sur la prévention des rechutes et non pas comme étant une continuité de la maladie. C'est vraiment, je travaille avec vous en vous apportant des billes dans les mains, avec une meilleure hygiène de vie, avec un accompagnement psy parce que c'est compliqué ce qu'on a vécu, avec un travail sur la réinsertion aussi professionnelle qui n'est pas toujours évidente. C'est tout le travail de post-cancer en fait. Allez-y Cécile, prochaine slide. Le numérique en santé, donc on a 2 chefs de projet dédiés à ce numérique en santé. L'idée, c'est de sensibiliser l'ensemble des professionnels à l'utilisation des outils numériques en santé et surtout d'en comprendre l'intérêt dans le parcours de soins du patient. Ça passe par le DMP, par Mon Espace Santé, par l'INS, par tout ce qui est utilisation de messagerie sécurisée. Et nous, ça passe par un outil qui est déployé sur l'Île-de-France, qui est Santélien. Outil donc du coup élaboré par l'ARS avec son prestataire numérique Cézanne, qui est un outil de coordination et qui a 2 phases. Il permet un chat sécurisé, ce qui veut dire que en fait, ça limiterait l'utilisation des messageries sécurisées qui sont parfois contraignantes. Là, c'est un chat sécurisé, c'est gratuit. Et puis, un outil de coordination où l'ensemble des professionnels peuvent se retrouver sur un même dossier via cet outil-là, avec toujours, bien sûr, des données qui sont sécurisées dans le partage. Allez-y, Cécile, dernière slide, je pense. Et enfin, le guichet intégré, ça, c'est une politique publique que l'on mène avec le département. Donc là, on n'est pas sous budget de l'ARS, mais on est sur un budget départemental, puisque c'est un projet innovant qui émane du département du 93, politique publique en faveur des personnes âgées, pour réfléchir à une meilleure coordination gérontologique sur l'ensemble des communes, avec un circuit bien dédié et bien visualisé de ce guichet intégré. En fait, c'est le même principe, il y a plusieurs niveaux. Je suis un professionnel ou je suis même un commerçant ou autre. Je m'aperçois que Madame X, que je vois tous les jours, par exemple, venir chercher son pain, elle s'est dégradée. Ça fait 3 jours où elle a du mal à marcher. Je trouve qu'elle n'a pas changé ses vêtements, qu'elle est un peu sale. L'idée, c'est que cet acteur-là soit en capacité de savoir qui peut solliciter pour, on va dire, pour signaler et alerter la situation. Et à ce moment-là, donc pour ça, ils ont des outils concrets et qu'on met à disposition de l'ensemble des acteurs sur les communes. Et à ce moment-là, du coup, est saisi le professionnel concerné et sera mis en place ce qu'on appelle, nous, de la primo-évaluation, c'est-à-dire qu'on ira faire une visite à domicile si la personne n'est pas connue pour faire une première éval et voir s'il y a des besoins à mettre en place. En un mot, c'est quand même travailler aussi quelque part sur l'anticipation, dans la mesure du possible, de la perte d'autonomie. Voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autres, il y a d'autres slides, je ne sais plus. Eh bien non, la parole est à vous. Donc si vous avez des questions, en espérant que tout a été clair, on est là pour répondre. Est-ce que déjà tout a été clair? Alors, on a une question, semble-t-il, dans le chat. Comment vous vous articulez avec les autres dispositifs territoriaux comme les CPTS sur l'aspect parcours complexe et animation territoriale et avec les CLS ou les CLSM dans les villes? Ouais. Il y en a beaucoup dans le 93. Il y a toujours beaucoup dans le 93.
Les CLS, de toute façon, si je ne dis pas de bêtises, on est quasiment dans tous les CLS. Donc, nous, on est quand même sur 23 communes. Toutes les communes qui aujourd'hui sont dans la mise à jour de leur CLS, donc nous, on a déjà plus de 9 communes, on est intégrés dans les groupes de travail. CLSM, on participe à 2 ou 3 CLSM dans le COPIL. Là-dessus, il faut retravailler les liens. Ce qu'on est en train de faire via d'ailleurs les projets qu'on porte sur santé mentale qui favorisent du coup cette proximité. Donc là, on est bien répertorié. Sur les CPTS, nous, on a pris l'initiative du coup sur cette fin d'année 2024 et ce début d'année 2025 de toutes les rencontrer et donc de poser nos axes communs et voir comment on peut s'articuler sur telle action ou sur telle mission. Donc, ça nous permet du coup à chacun de bien comprendre ses rôles et puis de travailler ensemble quand il faut travailler ensemble. On a une Combien deuxième de question. salariés? Alors, combien de salariés? Combien de salariés dans votre DAC et combien de gestion de situation annuelle? Alors, en fait, le DAC, il est sur comment on appelle ça, sur la coordination, ce qu'on appelle la mission 1. Si je ne dis pas de bêtises, Raïssa, ils sont 11. Pour moi, ils sont 11. Oui. Ouais, c'est ça. 11 avec, on a 8 référents de parcours, 2 assistantes de coordination et une chargée de mission de régulation. Aussi, parce qu'il C'est y en ça. a qui posent des questions. Et après, on a une responsable de coordination qui est donc Raïssa. Et nous, on a une file active. Et là, j'ai un trou de mémoire. Raïssa, on était à 1000, combien? 1400? Oui, à peu près. 1000, un peu moins de 1400. Ouais, 1392, Voilà. je crois, un truc comme ça. Voilà. Ouais. Donc, on est à 1392 en file active. On est sur une moyenne. Alors, la file active, hein, c'est large. Hein. Ça comprend les dossiers suivis, les dossiers en veille, les dossiers sortis. Sinon, on est sur une moyenne à peu près par référent de parcours de 40 à 60 situations en actif. On a une autre question. Quel levier avez-vous identifié pour mieux faire connaître l'offre DAC auprès des établissements sociaux et médico-sociaux qui ne les sollicitent pas encore? Daniel, je te laisse répondre. Oui, les leviers identifiés, donc c'est aller vers les partenaires pour identifier déjà leurs besoins. Nous avons aussi mis en place des journées portes ouvertes pour rencontrer l'ensemble des partenaires. Nous les tenons également informés via notre newsletter. On a une newsletter et nous sommes aussi très actifs sur LinkedIn. Voilà, on communique régulièrement. Est-ce qu'il y a d'autres choses Oui, on fait les tournées du DAC aussi, c'est-à-dire qu'on a ouvert nos portes, mais parfois il y a des patients, enfin il y a des partenaires qui ne peuvent pas venir, donc c'est nous qui allons vers eux. Donc il y a un gros travail de la part du DAC pour qu'à un moment donné, les professionnels puissent nous identifier correctement et mieux nous saisir. Alors, sur la mission 2, on a du coup 2 chefs de projet et un chargé de mission pour l'animation, un chargé de projet, pardon, pour l'animation territoriale pure et dure. Et puis après, on a 2 chefs de projet pour le numérique en santé, on a 2 infirmières et une secrétaire médicale pour santé protégée. Post-cas, on a un petit temps partiel. Et puis sur le guichet intégré, du coup, on a démarré avec un chef de projet et là, on a un chef de projet, une assistante administrative, une chargée de mission et on va prendre un alternant pour faire toute l'évaluation du guichet intégré. Mm. On ne voit pas les questions. Il y a d'autres questions ou pas? Ah bon? Oui, alors attendez. Tac, tac, tac. Non, je pense qu'on a prêté. Peut-être que moi, du coup, j'ai des questions qui me viennent sur la montée en compétences, par exemple, des professionnels, des équipes donc, qui se trouvent sur les établissements sociaux et médico-sociaux. Est-ce que vous auriez des pistes concrètes pour
aider à monter en compétence les professionnels non médicaux en matière de coordination. On sait qu'avec comment la transformation de l'offre et la mise en place des pôles sur les territoires pour aller éventuellement vers des plateformes. Bon, on n'en est pas encore là, mais on a de plus en plus de structures qui, en interne, proposent à des professionnels de faire de la coordination. Bon, est-ce que sur la montée en compétence de ces professionnels ou d'autres, d'ailleurs, vous proposez des solutions ou un accompagnement? Oui, bien sûr, on propose des ateliers donc, que Lydia a montré dans la présentation. Donc, les ateliers repérage autonomie qui permettent de mieux repérer les fragilités et d'adopter une posture de coordination adaptée. Donc, les ateliers, donc, c'est refus de soins, c'est dénutrition, c'est communication avec les personnes âgées, la sexualité des personnes âgées, etc. Il y a aussi les ateliers JO 93, donc c'est co-animé avec le département du 93, d'ACNOR, pardon, qui favorise donc une harmonisation des pratiques d'évaluation de la perte d'autonomie et une meilleure compréhension des leviers mobilisables. Nous avons mis aussi en place des outils comme le guide juridique sur les droits des personnes âgées en situation de handicap. Donc, toujours en lien avec le DAC-Nord, l'idée c'est de sécuriser les pratiques. Nous avons aussi un outil, donc c'est un référentiel des droits et prestations qui permet donc aux professionnels de mieux s'armer pour, voilà, pour répondre aux besoins. Et aussi, nous organisons des conférences, des webinaires sur des thématiques bien précises pour pouvoir... donc, ça favorise la montée en compétence des professionnels. Donc, si j'oublie, je pense avoir tout dit. Oui, en gros, c'est ça. Ouais, ouais, tout à fait. Là, on a fait une conférence dernièrement sur la douleur. C'était très intéressant d'ailleurs. Douleur physique, douleur psychique, quand l'une impacte l'autre, avec du coup l'intervention de professionnels, médecins du réseau lutte contre la douleur, psychiatres. En fait, cette montée en compétences, comme l'explique Daniel, elle se traduit par des actions concrètes qui sont pas forcément d'être derrière une table pendant 3 heures pour faire de la formation, mais c'est aussi par justement par tous les séminaires qu'on peut mener. L'histoire du colloque qu'on a fait le 27 mars, on l'a amené sous un autre format pour que justement ce soit parlant. On fait aussi un escape game à ne pas omettre. Il y a un escape game qui existe qui est dédié aux outils numériques et qui donc permet de vraiment, mais vraiment permet de bien comprendre l'intérêt des outils numériques dans le parcours de soins du patient. C'est un escape game qui a été co-construit DAC 93 Sud et avec le Cézanne, qui est le prestataire numérique du coup, auquel vous pouvez venir si vous êtes dans la région, hein, si vous êtes loin, hein, ça va être compliqué, mais pour ceux qui sont dans le coin, vous pouvez passer par Maillage 93, vous pourrez vous inscrire sur les sessions, il n'y aura aucun souci sur ça. Mais voilà, ça passe par tout ce qu'on fait au quotidien. Ça passe aussi par nos portes ouvertes, hein, tout bêtement. Nos portes ouvertes, même si on se présente, après, derrière, il y a d'autres choses qui s'engagent. Il y a du partage, il y a différents professionnels, on échange, on parle de nos pratiques professionnelles, de ce qu'on a, de ce qu'on n'a pas. Bah, tiens, toi, tu pourrais peut-être m'aider sur ça. Et voilà, c'est ça, les montées en compétences. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, moi j'en ai plein en fait. Si je peux me permettre une autre question, peut-être. Tout à l'heure, dans l'introduction, c'est vrai que j'ai parlé de la transformation de l'offre et ce vers quoi, comment les financeurs aimeraient qu'on aille sur de la désinstitutionnalisation, voire la prise en charge hors les murs. Enfin, c'est quelque chose qui est quand même bien connu. Et de quelle façon, alors, pour les établissements toujours sociaux, médico-sociaux, voire sanitaires, vous pourriez être une aide pour bien connaître les acteurs du territoire et travailler ce maillage territorial. Est-ce que, je précise peut-être ma question, est-ce que si on vous appelle et qu'on vous demande, voilà, moi j'ai besoin de connaître davantage mon territoire par rapport aux acteurs,
qui est qui fait quoi, où ils en sont, quelle est la dynamique, enfin, dans quoi je peux m'inscrire. Enfin, voilà, est-ce qu'en termes de cartographie, de connaissances, est-ce que on peut vous appeler pour, non pas pour une situation complexe, mais vraiment pour... Daniel, je te laisse répondre. Oui, J'y vais, oui. comme tu veux. Oui, vas-y. Ok. En fait, l'idée, c'est que quand on nous appelle, c'est effectivement pas que pour une situation complexe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut nous appeler pour avoir une connaissance sur les acteurs qu'il y a sur le territoire. Sachant qu'on n'est pas les seuls à tenir une cartographie, hein, les CPTS sont là aussi. Euh, Après, derrière, nous, on va être en capacité d'orienter, de les faire travailler avec d'autres partenaires, puisqu'on a beaucoup de liens et un listing qui est assez conséquent et une cartographie très, très, très remplie. C'est d'où l'intérêt d'aller solliciter le DAC, en fait. C'est parce que nous, la ressource, généralement, on sait où elle est. On a aussi plus souvent connaissance de ce qui vient de s'installer sur le territoire. Parce qu'il faut penser que dans la ressource, c'est pas que la ressource ancienne, hein, il y a toutes les personnes qui ouvrent des choses nouvelles. À un moment donné, il faut qu'on soit au courant de tout ça. Donc, plus on est connu au niveau du DAC aussi, plus les acteurs viennent nous chercher pour nous dire, bah voilà, nous c'est ce qu'on a vu cette année, hein. On a beaucoup d'acteurs qui sont venus nous dire, mais voilà, nous on vient d'ouvrir telle équipe mobile, et ben nous on a ouvert telle unité, donc voilà, c'est tout ce travail-là qui fait qu'à un moment donné, on est forcément un levier parce qu'on a cette connaissance de la ressource que bon nombre d'établissements, et parce que quand on est en établissement, on est quand même un tout petit peu plus en mode silo, un peu plus fermé quand même. Euh, on a cette ouverture-là que certains n'ont pas. Et on a cette ouverture aussi dans la pratique professionnelle que l'on a. Je pense qu'il ne faut pas omettre ça, parce que parfois, quand on travaille en établissement, je parle en connaissance de cause, hein, moi je suis ancienne infirmière, Raïssa aussi, j'ai travaillé en établissement, j'ai bossé 12 ans en chirurgie. Le jour où je suis arrivée dans un SIAD, moi, je pensais que je faisais bien mes sorties en commandant une ambulance, en fait, hein. Et parce que le patient arrivait à bon port. Quand on arrive dans ce domaine de parcours du patient, le parcours du patient, il est large et c'est pour ça qu'on parle de prise en soin et non pas de prise en charge. Et nous, on a ces connaissances-là qui sont beaucoup plus abouties que aujourd'hui certains professionnels du secteur sanitaire, social ou médico-social. Oui, bonjour. Donc, Pascal Bruet, cabinet MCG Manager. Donc, je suis le collègue à Cécile. En fait, la plupart, enfin, dans de nombreuses missions, je ne vais pas généraliser, mais dans de très nombreuses missions, depuis 2 ans et demi que je fais ce métier, on s'aperçoit que vacances managériales au niveau des directions signifie très rapidement une perte des liens avec le territoire, le secteur du territoire. Et donc, l'idée, enfin, quand Cécile a proposé ce webinaire, et du coup, là, j'en suis absolument convaincu, mais même si elle nous avait convaincus, hein, elle a une force de persuasion assez importante. Donc pour moi, c'est chaque manager qui interviendra sur un territoire, on lui demandera, enfin moi je le sensibiliserai au fait de contacter le DAC de votre territoire. Et le document que vous allez nous transmettre, enfin moi je vais m'en servir pour identifier les DAC dans les missions qu'on va mener et insister auprès des managers pour que dans les priorités, dans le premier mois de la mission, peut-être s'adresser à leur DAC pour connaître les acteurs du territoire, les nouveaux acteurs, comme vous le disiez, parce que ce n'est pas toujours évident de les identifier quand on est la tête dans le guidon. Et donc, pour moi, c'est vraiment, ça me paraît aujourd'hui une évidence. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ces explications. Merci. Merci. Alors, en tout cas, ouais, moi, je vous invite vraiment parce que, alors, tous les DAC fonctionnent à leur manière, certes, mais on est une ressource. Tous les DAC, on a le même travail qui est d'avoir cette ressource territoriale. Donc, vous avez un doute, vous avez à vous appeler, vous ne perdrez pas votre temps à appeler un DAC, en fait, loin de là. Vraiment. Après, il faut juste prévenir Après, le DAC, il faut juste qu'il se prépare à avoir plus d'appels, mais normalement, il a le personnel pour. Mais c'est l'intérêt, c'est que nous, on est là pour vous alimenter, hein. Et on est là pour vous alimenter, mais on est là aussi pour travailler ensemble. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous avez envie de faire une action forte sur votre établissement ou sur une problématique que vous rencontrez, rien ne vous empêche de solliciter le DAC de votre territoire et de lui dire, moi, j'ai besoin qu'on m'accompagne sur ça. Oui, Nos ça, ressources, c'est aussi notre connaissance des dispositifs qui existent aussi.
Et puis notre équipe pluridisciplinaire, c'est aussi une ressource de par leur expertise. Après, il y a le lien ville-hôpital qu'on n'a pas parlé, qu'on travaille. Et je pense que c'est le plus gros travail, le plus dur à faire. C'est ce travail dans ce lien ville-hôpital où nous, on arrive à très bien bosser avec les hôpitaux de la PHP qu'on a sur notre territoire parce qu'on a une coordinatrice et parce qu'on a des gens investis dans cette relation. Il y a d'autres établissements où c'est nettement moins prégnant, alors qu'on sait que, et on est en train d'y aller tranquillement au niveau du DAC, on est en train de travailler sur cette notion de sortie d'hospitalisation qui est allée encore à 70%, 80% chaotique, où on a des sorties qui sont non préparées, non anticipées. Et là, il y a ce travail aussi que vous pouvez faire avec les DAC, quoi. C'est que si vous rencontrez une difficulté dans vos organisations de sortie, et ben, allez les chercher et voyez avec eux comment on peut travailler cette problématique-là. Nous, Quand on vous est en train de dites, le faire aujourd'hui, c'est pas encore mûr, mais on est en train de le travailler. quand vous dites le lien ville-hôpital, est-ce qu'on peut Oui. aussi parler du lien, par exemple, EHPAD-hôpital? On peut travailler le lien EHPAD-hôpital, bien sûr, il n'y a pas de souci. Il peut y avoir aussi le lien EHPAD avec le lien avec l'EHPAD va être qu'à un moment donné, on est sur des résidents, généralement pour qui on n'a pas spécialement de sortie ou autre à organiser, mais par contre, le vrai travail qui est à faire, c'est la montée en compétence des professionnels sur ce type de structure, en fait. Et puis, parfois aussi, vous pouvez rencontrer des situations complexes, ne faut pas croire, hein, mais des fois, quand on a un résident, il y a des situations qui ne sont pas faciles. Et là, on peut être aussi, du coup, une aide dans la gestion ponctuelle de cette situation-là. Il y a une question, comment vous articulez-vous avec les LHSS mobiles qui ont aussi des missions de coordination médicale avec les professionnels? Raïssa, tu veux répondre ou... Oui. Avec les LHSS, enfin, les LHSS accompagnent surtout un public précaire. Donc là, on a surtout un travail de collaboration et d'articulation entre nous. Ils ont comment dire, cette habitude de l'aller vers avec une approche bien spécifique aux personnes à la rue. Et donc, on travaille avec eux. On nous oriente souvent des situations et ce n'est pas juste une orientation vers le DAC, c'est surtout un travail de collaboration et de partenariat autour des situations qui nous sont orientées. Il est à savoir que normalement, les DAC, on ne peut pas intégrer un patient qui est à la rue. Donc, d'où l'intérêt de ce travail collaboratif. Souvent, c'est le HSS qui intègre la personne dans son service. Et donc, nous, derrière, on vient, quand ils viennent nous solliciter, on vient travailler en partenariat avec eux. On peut éventuellement souffler du coup au LHSS d'appeler le DAC. Bien sûr, ouais. Il y a des situations où on est... De toute façon, quand on est à plusieurs à réfléchir sur une situation, c'est toujours plus riche. Hein. Donc, alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Profitez-en, n'hésitez pas. Alors oui, une autre question. Auriez-vous un exemple concret d'intervention du DAC dans le déploiement d'un service socle du numérique en santé auprès d'un ESMS? Qui sollicite qui? Alors, je pense que là, on peut être là jusqu'à 20h. Ouais. Après, moi, je peux peut-être en parler de ma place puisque je suis un ESMS et je peux prendre le relais, ce qui permettra d'avoir un regard aussi de l'autre côté. Donc, moi, je suis Laure Dupuis d'Artenay. J'interviens sur un établissement de la protection de l'enfance, donc au sein du département. Et effectivement, je travaille avec notamment le DAC Sud, mais pas que, puisqu'on a aussi pu travailler avec le DAC Nord. À ce titre-là, sur la coordination des outils numériques, il est il est essentiel qu'on puisse travailler sur les mêmes outils puisqu'on a travaillé, et ça, vous êtes tous concernés par le sujet, sur l'échange d'informations sécurisées, les notions de RGPD. Et puis, il n'y a pas de coordination sans partage d'informations. Sinon, on travaille tous dans notre coin, c'est ce qui se fait. Et on est bien dans une transformation de l'offre lorsqu'on l'inclut dans les processus de coordination. Et juste en un mot, du coup, le logiciel en fait là qui est porté par la région Île-de-France, mais je sais que chaque région, chaque ARS a pu solliciter un autre outil numérique, va être mis en place au sein de mon établissement pour qu'effectivement les professionnels du secteur du social puissent avoir et accès et alimenter les données
de façon insécurisée, propre à l'échelle de chaque fonction, c'est-à-dire que effectivement des fonctions éducatives pourront peut-être implémenter des documentations mais pas forcément consulter, et que ce paramétrage-là, il se fait dans un souci de formation et de sensibilisation à l'outil de l'ensemble des professionnels du secteur. Donc voilà, en 2 mots, concrètement, je suis un établissement du social, la coordination en santé ou sur la dynamique sociale, elle est vraiment recherchée et on se saisit d'un outil que déploie le DAC pour pouvoir effectivement s'insérer dans une meilleure transmission des informations au vu des coordinations de parcours de vie, du coup, et pas que de santé. C'est quel outil numérique, du coup? Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est Santélien, mais je vais compléter Laure. En fait, comme nous, on a 2 chefs de projet dédiés, elles ont une vraie feuille de route qui est quand même assez carabinée. Elles ont d'ailleurs un accompagnement dédié aux ESMS pour s'alimenter en logiciel métier via effectivement des financements sur le 93, l'ARS 93. Et ensuite, derrière, on regarde cette feuille de route. Il y a tout cet accompagnement pour les professionnels, bien sûr en structure, mais j'incite encore aussi en libéraux, à l'utilisation de cet outil de coordination qui est Santélien, mais à la mise en place d'une messagerie sécurisée aussi. C'est des personnes qui vont aussi, vous savez, lors de la semaine, lors des semaines bleues ou lors de la semaine de la sécurité en établissement, elles vont tenir un stand Mon Espace Santé pour sensibiliser du coup les professionnels et les patients à Mon Espace Santé. Voilà, c'est tout un accompagnement. Qui sollicite qui, je vous dirais, soit c'est la structure qui a besoin, soit c'est nous via la feuille de route où on a vraiment toute une liste de professionnels à aller chercher dans l'accompagnement des outils numériques. Après, Lydia, vous avez aussi, bon, certes là uniquement sur le 93, mais l'idée c'est de l'étendre sur le national, l'Escape Game, qui, de manière un peu pédagogique, comme ça, vient présenter tous les outils du numérique et sous forme d'un escape game, on vient solliciter quel outil, pour quelles raisons, sur la base d'une étude de cas, en fait. Tout à fait. Donc, si vous êtes intéressé pour participer à l'Escape Game, afin d'avoir une idée un peu globale de tous les outils du numérique, n'hésitez pas à nous contacter. Après, dans le support, il y a nos coordonnées, donc n'hésitez pas aussi, si après il y a des interrogations ou quoi, n'hésitez pas à nous contacter, vous avez nos coordonnées. Alors, il est 2 heures, donc je sais que le temps est précieux pour tout le monde. Si vous n'avez plus de questions, je vous propose de clore un petit peu le sujet, mais je voudrais être certaine que personne ne se déconnecte avec sa question en tête. Donc, n'hésitez pas, surtout, on peut rester encore connecté quelques minutes, il n'y a aucun souci. Ok, donc je pense qu'on peut terminer là. Alors, merci. Non, ce n'était pas une question. Je vous remercie beaucoup, beaucoup aussi à vous tous de vous être intéressés à ce sujet. Donc, on va vous envoyer effectivement le support que vous avez pu lire de votre côté et puis, enfin, qu'on a pu vous présenter avec Lydia. Et puis, il y aura dessus toutes les coordonnées et du DAC et de MCG. Si l'enregistrement qu'on a réalisé là est audible, je vous l'enverrai également. Et voilà, donc je vous souhaite un bon appétit à tous. Je remercie encore Lydia pour son intervention et je vous souhaite une bonne après-midi. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Je pense qu'il y a des gens qui ne vont pas se déconnecter. Oui. Parce qu'ils sont partis manger.
Exactement. Je ne sais pas si je peux les déconnecter de mon côté. La réunion. Ah, sinon tu te déconnectes, tu te reconnectes. Sinon, on peut se... Alors, Oui, on peut quitter puis se reconnecter. Hein. attends, je vérifie quand même si je peux pas... Ah, ça y est, j'ai trouvé. Ah, super. Faudrait que tu me dises comment faire, parce que ça m'est arrivé un jour où quelqu'un est resté connecté toute la journée. En fait, tu vas dans les contacts. Et tant que c'est pas déconnecté, tu n'as pas la feuille de présence, tu sais. Ah, mais Il faut que tout le monde se déconnecte. Supprimer de la réunion. Tout simplement. Voilà. Et est-ce qu'une personne? Voilà. Alors, je vais arrêter aussi l'enregistrement. Voilà.